Bienvenue à vous aux 20h sur Espace TV. Très ravi de vous informer à la une de l'actualité. Affichage des listes électorales provisoires. L'opération a été déclenchée, a été lancée la semaine dernière, mais elle rencontre des difficultés dans certaines communes de Conakry et certains responsables ont peur de les afficher. Les établissements privés d'Anta, de Fossidé et de Yateya ont été attaqués par des élèves du public qui dénoncent l'absence des enseignants dans les salles de classe. Des blessés ont été enregistrés et cette manifestation est la résultante de la grève du SLEG. Et puis les principaux pays concernés par le conflit qui déchire la Libye promettent de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures. Ils visent à ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile et les luttes de pouvoir depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Bonsoir à tous. L'affichage des listes électorales provisoires a débuté depuis quelques jours dans les communes de Conakry. Cette phase permet de détecter, corriger les erreurs avant l'affichage définitif et la distribution des cartes électeurs. Dans la commune de Ratoma, beaucoup de quartiers et secteurs traînent encore les pas à cette phase par crainte d'essuyer la colère des opposants à ce processus électoral depuis le week-end dernier. Reportage Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré. Dans les secteurs Bantunka 1 et 2 du quartier Koza relevant de la commune de Ratoma, aucune liste électorale provisoire n'est encore affichée. Pourtant, les responsables locaux affirment être en possession des listes. Cependant, ils disent s'abstenir de les afficher par crainte d'enregistrer des dégâts. Il a amené ici, mais on a peur pour afficher dans le mur d'abord. Hein. J'ai entendu quelque part, il est en train de casser le bâtiment. C'est ça qu'on dit. Au quartier Lambani, rien ne semble aussi bouger dans ce processus électoral. Jusqu'à présent, les citoyens attendent d'être rassurés quant à leur participation aux élections. Pour l'heure, selon le chef de secteur de Lambani Mosquée, les listes électorales ne sont pas disponibles à leur niveau. Tous les jours, où je trouve les cartes, c'est pas nous qui devons donner les cartes. Il va envoyer. Plus tard, il va envoyer. L'affichage des listes électorales provisoires est une étape qui permet à la CENI de pouvoir apporter des corrections définitives après avoir détecté des anomalies. Ce travail de fond se poursuit à Wanindara 1, où l'affichage est au moins effectif, même si des enfants ont déchiré quelques listes. Cet endroit est non loin du CMS d'Anko 5. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ces deux-là, les enfants ne viennent pas faire de pagaille ici. Mais alhamdoulilah, même pas ça là. Chez nous, ici, il n'y a pas de pagaille. La liste provisoire mise à jour qui est avec nous, c'est pour corriger, enlever les noms des gens qui sont décédés, les gens qui sont déplacés et les noms qui sont répétés des fois. Le faible taux de participation à ces élections législatives dans la commune de Ratoma ne devrait pas surprendre quand on sait que l'opposition dite républicaine est dans une dynamique de boycott et d'empêchement du processus électoral. Le tirage au sort des partis politiques en lice pour les législatives a eu lieu ce lundi à la Haute Autorité de la Communication. Au total, 30 formations politiques devront se succéder sur les antennes des médias de service public. Alors qu'il reste une vingtaine de jours, elles affûtent leurs armes pour récolter le plus grand nombre de voix. Djibril Ba et Lamine Silla pour le reportage. Depuis le jeudi dernier, les partis politiques engagés pour les législatives ont démarré leur campagne. Certains sont déjà sur le terrain à la rencontre des électeurs, d'autres pour des raisons financières attendent la subvention de l'État. Par ailleurs, ces mêmes partis politiques ont été tirés au sort ce lundi. Leurs représentants ont exprimé leurs préoccupations, celle de savoir quand ils devront commencer à véhiculer leurs messages sur les antennes des médias publics. Aussi, l'accompagnement de la presse privée et le temps qui leur est accordé. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore réglé avec les organes de presse, la médiatisation de ces campagnes électorales. Il y a beaucoup de détails qui restent à régler. La HAC devrait se préparer avec
tous les départements concernés en ce qui concerne la couverture médiatique de ces campagnes avant d'appeler les partis politiques pour venir échanger, voire même parler de tirage. La date pour matérialiser la présence des partis politiques sur les antennes n'est pas encore fixée. La HAC se soucie de l'accès équitable aux médias de service public des candidats à l'uninominal et à la proportionnelle, mais n'a pas d'abord les moyens de ses objectifs. Nous nous accolons toujours à la loi qui dit qu'à l'occasion des élections, la HAC définit les modalités d'organisation de la campagne électorale dans les médias publics et fait des propositions au ministère de la Communication. C'est ce que nous avons fait. Nous avons eu plusieurs réunions de travail avec le cabinet des ministres et les représentants des médias publics. En marge de ce tirage au sort, le parti RRD nous parle de sa stratégie pour gagner ces législatives. Nous allons commencer par la campagne porte-à-porte, mieux informer nos populations sur le bien fondé de nos actions que nous allons mener. Parce que nous avons tendance à comprendre que ceux qui ont été élus dans l'Assemblée qui est maintenant périmée n'ont pas défendu le peuple. Donc nous irons vers eux dans les langues qu'ils comprennent pour leur véhiculer ce message. La campagne pour les législatives débute dans un climat délétère. Des principaux partis politiques de l'opposition, dont l'UFDG, l'UFR, le Bloc libéral, ne veulent pas participer à ces échéances qu'ils qualifient de truquées à l'avance. Je vous l'annonçais, la grève des enseignants du SLEG fait des effets dans la capitale. Ce mardi, ce sont plusieurs établissements privés d'Anta, de Fossidé et de Yataya qui ont été attaqués par des élèves du public, ce lundi donc, qui dénoncent l'absence des enseignants dans les salles de classe. Des blessés ont été enregistrés notamment au groupe scolaire Idaï dans la commune de Ratoma, où Mamadou Saliouba et Ibrahim Souri Kamara se sont rendus. Suivez le reportage. L'attaque n'a duré que quelques minutes, mais elle a été d'une violence extrême. Dans la cour du groupe scolaire privé Hyundai, dans la commune de Ratoma, il faut marcher sur des pierres jetées par des élèves du public qui ne cautionnent plus que des élèves du privé. Suivent les cours. J'ai alerté la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Rai ici. 30 minutes plus tard, on a vu des centaines d'élèves quitter l'école publique pour venir nous jeter des pierres. J'ai informé bien avant les enseignants de rester en classe calme avec les enfants. Mais il s'est trouvé qu'on nous jetait tellement de pierres qu'on ne pouvait plus rester. Les enfants sont descendus, on ne pouvait plus contenir la cour. Les élèves étaient en évaluation. Personne n'a eu le temps de finir son devoir. Les enseignants non plus n'ont pas eu le temps de ramasser les copies. Dans le bureau du proviseur, dans la poubelle et sur la terrasse de l'établissement, des cotons tachés de sang. Nous avons eu 5 blessés, dont 3 graves, qui sont actuellement en soins dans les cliniques de la place. Des vitres brisées, la cour de l'école complètement défoncée. Ce matin, les encadreurs de l'établissement sont inquiets. Ce n'est pas la première fois qu'ils payent les conséquences de la grève des enseignants du SLEG. Ici, des vitres brisées par des élèves depuis les dernières manifestations. Il faut que l'État fasse face à ce problème-là. Sinon, on risque nous aussi de nous venger parce qu'on ne peut pas être dans nos classes en train d'enseigner et que des élèves viennent nous cogner et nous faire du n'importe quoi. On n'est pas prêt à accepter maintenant. Tout est parti de cette école où, selon le principal du collège, Dr Ibrahima Kourma, une réunion a été tenue hier par des élèves pour attaquer ce matin les écoles. J'ai informé le DCE. Ce matin, il y avait une mission de l'IRE. On est partis ensemble là-bas. On a cherché à les sensibiliser, mais ils ont refusé. Ce matin, ils ont refusé de rentrer dans les classes. La colère des élèves était grande. En quelques minutes, le battant du portail est arraché. Les élèves, cachés dans les salles, surexcités. Nous avons tout fait. Finalement, on les a gardés pendant au moins 45 minutes. Mais avec les jets là, les enfants aussi, des fois, tu ne peux même pas les contrôler. Vous avez vu, mon portail est là, hein? Vous pouvez voir. Ce matin, de la T6 à Anta, c'était la débandade. Tous les établissements environnants ont été attaqués par des élèves. Les forces de l'ordre sont venues un peu en retard.
Mamadou Saliouba, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, dirigée par Abdoulaye Sow, appelle à une grève générale à partir de demain mardi. Le mot d'ordre est un soutien au SLEG d'Aboubacar Souma et il vise à exiger la libération des enseignants détenus. Le groupe d'Abdoulaye Camara invite pour sa part les travailleurs à vaquer à leurs activités. Reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Camara. En marge du procès des enseignants au tribunal de première instance de Mafanko, le secrétaire général de l'USTG version Abdoulaye Sow appelle les travailleurs de Guinée à observer une grève solidaire illimitée à partir de ce mardi 21. Abdoulaye Sow demande la libération des enseignants détenus. Il dit être convaincu que ces derniers ont été injustement interpellés avant d'être conduits en prison. Les enseignants, les syndicalistes sont condamnés. Nous serons obligés de nous mobiliser, abandonner notre travail, c'est-à-dire cesser le travail, pour les défendre. Parce que le SLEG est une partie intégrante de l'USTG. Cette menace de grève n'est pas partagée par l'intercentrale syndicale version Abdoulaye Camara. Elle a fait part de son opposition à une telle initiative. On ne peut pas déclencher une grève de solidarité sans une assemblée générale. Le syndicaliste Abdoulaye Sow considère qu'il ne s'agit pas là d'une immixtion dans le bon fonctionnement de la justice. L'idée est de faire un débrayage en suivant la procédure à la matière. Dans l'autre camp, on demande aux travailleurs de vaquer à leur occupation. Aux autres centrales syndicales d'interpeller le gouvernement à écouter les travailleurs pour la paix dans le pays. Depuis 2 ans, ça nous fait de novembre 2017 jusqu'à maintenant janvier 2020, 2 ans, 2 mois, il y a encore des problèmes, il y a des remous dans cette corporation. Nous ne faisons pas les conflits pour des conflits, la revendication est légitime. Et parce que la revendication est légitime, nous allons venir autour de la table avec le gouvernement, échanger, trouver solution. Si toutefois les gens ne veulent pas ça, nous sommes dans l'obligation d'aller en grève. Il faut rappeler que cette grève annoncée par Abdoulaye Sow intervient suite à l'arrestation de quelques enseignants. Abdoulaye Camara, de sa part, demande un dialogue pour que les détenus recouvrent leur liberté. Autre fait de l'actualité, c'était l'une des revendications des pharmaciens de Guinée. Il existe désormais une brigade Medicrime et son siège localisé à Dixine a été inauguré. Selon dit, l'infrastructure est une brigade doivent permettre la lutte contre la contrefaçon et le commerce illicite des produits pharmaceutiques. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahim Sori Sengsouma. Ces dernières années, le syndicat des pharmaciens et officines de Guinée a mené un combat sans relâche contre les médicaments contrefaits et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. L'État guinéen, à travers le ministère de la Santé, s'associe à cette lutte. La brigade de répression créée à cet effet en 2019 a été dotée d'un nouveau siège ce lundi. Cette brigade de répression est une structure technique et opérationnelle au service du ministère de la Santé. Elle est encore mixte, composée des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, la gendarmerie, la douane et la police, ainsi que la santé et le commerce. Elle est composée d'une unité de surveillance, d'une unité d'enquête et d'investigation, d'une unité de répression. La santé publique avec les pharmacies par terre et l'anarchie dans le circuit de la vente des produits est toujours menacée. Le ministre de la Santé, devant les professionnels du secteur, a pris l'engagement de prendre des mesures contraignantes pour endiguer le phénomène. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, le ministère de la Santé s'est engagé dans une série de réformes qui a abouti à la révision de la loi pharmaceutique et la promulgation de la loi du 20 juin 2018
relatives aux médicaments et autres produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien. L'assainissement du secteur de la pharmacie a été longtemps revendiqué par le CIFOG, qui avait d'ailleurs appelé à une grève ce lundi pour se faire voir. La grève n'a finalement pas eu lieu pour ces raisons. Parce que nous sommes en train maintenant d'inaugurer, n'est-ce pas, une brigade, la brigade Médicrime, qui fait partie d'un des points de revendication que nous avons mis dans notre plateforme revendicative. Voilà. Donc c'est satisfait. Il n'était plus question donc de continuer d'aller en grève. On pouvait suspendre la grève parce que ce qui se passe, ce n'était pas prévu. Ça s'est fait à l'accéléré. La plateforme revendicative n'est pourtant satisfaite qu'en partie. Le mot d'ordre de grève n'est que suspendu. Il pourrait être relancé si le gouvernement ne prend pas en compte les autres points de revendication, la limitation du nombre des sociétés grossistes, entre autres. Réalisation des droits des enfants, quel bilan pour 2018-2019 et quelles priorités pour 2020-2021? Ces questions sont au centre de la revue nationale annuelle du programme Guinée UNICEF. La rencontre qui se tient à Conakry devrait faire l'analyse des programmes déjà réalisés et faire des projections sur les priorités de 2020-2021. Marianne Fodé Camara, Amara Alexila pour le compte-rendu. Le programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF couvre la période 2018-2022. Il met un accent sur la situation des enfants tout en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les acteurs du programme analyseront les projets réalisés qui doivent aboutir à des décisions et mesures correctives sur le terrain. Cet exercice devra donc nous permettre d'assurer une analyse approfondie et documentée de la performance du programme durant la période 2018-2019, en vue de mettre en exergue les résultats clés en termes d'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes en Guinée, notamment dans les 40 communes de convergence. Pour cela, cette session devra être un espace de dialogue, d'écoute et d'échange fructueux, marqué par un engagement fort de tous les participants. Ce programme de coopération Guinée-UNICEF concerne 40 communes de convergence. Le ministre de l'administration du territoire revient sur les effets bénéfiques de cette coopération. À travers ce seul exemple, où vous verrez intervenir même les cadres de redevabilité des administrateurs territoriaux, cadres de redevabilité qui nous ont permis de réduire les mailles des campagnes de vaccination pour que les cibles du côté de l'enfance soient bien atteintes. La justification de notre partenariat avec l'UNICEF est là, suffisamment palpable, perceptible par qui voudrait bien le faire sur le terrain. Le ministre de la Coopération, dans son intervention, est longuement revenu sur l'importance de cette coopération avant d'exhorter les participants à prendre des décisions à la hauteur du gouvernement. Je voudrais à cet effet exhorter l'ensemble des participants à prendre part activement aux travaux de cette revue qui, je l'espère, permettra de faire des propositions concrètes à la hauteur des attentes du gouvernement et de l'UNICEF. La rencontre prendra fin demain mardi. Direction l'intérieur du pays, situé à 52 km du centre-ville de Zérékoré, la sous-préfecture de Palais risque d'être coupée du reste de la préfecture si rien n'est fait d'ici la saison pluvieuse. Pour cause, le tronçon qui la sépare de Pamporé est en dégradation très poussée et les autorités et les citoyens tirent la sonnette d'alarme. Mamadi de Camara et Moïse Bitien la main pour le reportage. Cette route relie Pamporé et Palais. Depuis sa tracée en 1995, elle n'a connu aucune réhabilitation. Elle s'est dégradée au fil des ans. Pour les citoyens, c'est un véritable casse-tête. La route n'est pas bonne. Même la saison des pluies, non, il n'y a pas de route. Sauf la moto maintenant, on prend les motos pour venir ici.
mais le véhicule ne vient pas ici. La route est mauvaise. On transporte les cadavres, les corps sur la moto. Quand quelqu'un mort à Zéro-Cré, on l'envoie sur la moto. Alpha Condé a refusé de réparer la route de Palais. Ce petit point de fortune à la rentrée du village révèle le caractère impraticable de la voie. Ces parties qu'on voit en image sont les symboles du calvaire que traversent les habitants pendant la saison des pluies. Et si certains véhicules arrivent à accéder à la localité pendant cette saison sèche, c'est grâce en partie à cet homme qui arrange les points les plus dégradés avec ses moyens rudimentaires. Depuis 16 ans, nous on est là, avec Pécasse et QS, avec l'équipe. On a commencé à parler jusqu'à Pampolé. Voilà, à son nom ici, tout plaît. Là où tu vas rentrer là-bas, le petit village, c'est mon village natal. J'étais demandé avant, brouette, Pécasse, prix de manger, on n'a pas trouvé. Moi, je suis concentré. Le matériel là, c'est pour moi, j'ai payé au marché, c'est pas pour le gouvernement. Toute la communauté fait de son mieux pour entretenir cette route. Mais selon le sage sous-préfectoral, ces efforts restent insuffisants. Ils ont réparé la route, les 10 districts ont travaillé la route, mais à la saison pluvieuse, donc on ne trouve pas les véhicules qui peuvent venir au marché pour que notre marchandise soit un peu élevé. Le prix est en bas. Les habitants des palais sont donc au bout de leurs moyens. Quant aux autorités locales, elles demandent à l'État de leur venir en aide. Vraiment, nous implorons l'État qu'il nous vienne en aide pour réparer cette route-là, pour refaire cette route. Parce que même les dallos sont bouchés. Bon, les canalisations qui conduisaient les jours de pluie, tout est vétuste maintenant. Donc l'eau stagne sur la route, la dégrade totalement. En attendant que cet appel ne soit entendu, les habitants des palais continuent de prendre leur mal en patience et menacent de ne pas voter si des dispositions ne sont pas prises pour réhabiliter leur route. À l'international, le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, réagit à la vidéo d'un manifestant frappé au sol par un policier samedi lors de la manifestation parisienne. Il faut que la vérité soit faite sur cet acte et que nous le comprenions. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée, a déclaré le ministre à l'occasion d'un déplacement à Rennes. Suivez. Et j'ai vu ces images, ce sont des images choquantes pour lesquelles le préfet de police a immédiatement saisi ses services pour les comprendre, pour voir s'ils peuvent trouver une explication. À l'heure qu'il est, je n'en vois aucune. L'IGPN a été saisi dans le cadre d'une demande du procureur. Il faut que la vérité soit faite sur cet acte et que nous le comprenions. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée. Ensuite, il peut y avoir des fautes. Ces fautes doivent faire l'objet d'enquêtes et non pas de procès médiatiques ou de procès politiques. Et ensuite, s'il y a faute établie, il faut qu'il y ait des sanctions. Je vous l'annonçais, les principaux pays concernés par le conflit qui déchire la Libye promettent de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures. C'est dans cette manière qu'ils comptent ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre. Suivez. Les accords internationaux à Berlin pour relancer les efforts en Libye. Les pays concernés promettent de respecter un embargo sur les armes dans un pays miné depuis 2011 par les violences et les luttes de pouvoir. Aujourd'hui, tous les participants se sont engagés à ne pas interférer dans les conflits armés ou les affaires intérieures de la Libye. Cela fait partie des conclusions. Et bien sûr, il faut y adhérer, ainsi qu'à l'appel au silence des armes avec la fin de toute hostilité militaire. Les efforts de cet engagement sont toutefois incertains sur le terrain. Les deux rivaux libyens directs ont en effet refusé de se rencontrer. Lors d'un cessez-le-feu conclu près de Paris en 2017, ils avaient au moins accepté de se voir. Alcénie Barry et toute la rédaction d'Espace TV ont réalisé cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22h avec Moussa Mouessila.